soleil de midi ne pardonne rien, mais la colère d'un père est plus brûlante encore que le feu de la brousse. Amadou, l'homme dont les bœufs ne pouvaient être comptés en une journée, venait de prononcer les paroles interdites. « Tu n'es plus mon sang, tu n'es plus mon héritier. Pars avec ta pauvreté et ne regarde jamais en arrière. » Yaya regarda son père, puis le village assemblé. Personne n'osait parler. L'orgueil d'Amadou était un mur de fer. Ce que le patriarche ignorait, c'est qu'en chassant son fils, il venait de jeter à la rue la seule bénédiction qui maintenait sa fortune debout. Il pensait que l'argent se fabriquait dans les banques. Il allait découvrir qu'il se cultive dans le respect du nom. Yaya ramassa sa calebasse. Il ne pleura pas. Il savait que la terre tourne et que celui qui est en bas aujourd'hui peut regarder le sommet demain. La marche de l'exil commençait, et avec elle, le compte à rebours de la chute de la maison Amadou. Partir, ce n'est pas seulement mettre de la distance entre soi et sa maison, c'est apprendre à porter le poids du silence. Pour Yaya, chaque kilomètre parcouru sur cette terre de latérite était une cicatrice qui se fermait. Derrière lui, les murs du palais de son père, Amadou, s'effaçaient dans la brume de chaleur. Devant lui, l'inconnu, vaste et impitoyable comme le désert. Il marchait sans haine, car la haine est un bagage trop lourd pour un homme qui n'a qu'une calebasse pour toute fortune. Mais il marchait avec une mémoire intacte. À chaque pas, il revoyait le visage de son père, déformé par cet orgueil qui finit toujours par dévorer ceux qui le cultivent. Amadou pensait avoir chassé un fils inutile. Il ignorait qu'il venait de libérer un destin que la protection d'un palais aurait étouffé. Lorsque la première nuit tomba, Yaya s'arrêta sous l'ombre protectrice d'un vieux baobab. Le père des arbres semblait le regarder avec une compassion ancestrale. En buvant l'eau de sa calebasse, Yaya réalisa la première leçon de l'exil. Lorsque vous n'avez plus rien, vous devenez enfin le seul maître de votre souffle. C'est dans cette solitude absolue, loin des regards moqueurs des villageois et de la colère d'un patriarche aveugle, que le garçon commença à mourir pour laisser place à l'homme. La marche n'était pas une punition, c'était une initiation. Il ne fuyait pas la pauvreté, il allait à la rencontre de sa propre force. La route vers la grande ville était encore longue, mais Yaya ne craignait plus la poussière ni la faim. Il portait en lui une richesse que les coffres d'Amadou ne connaîtraient jamais, la liberté de celui qui n'a plus rien à perdre. Le soleil se coucherait encore bien des fois avant qu'il n'atteigne les lumières de la cité, mais dans son cœur, la première étincelle de son futur empire venait de s'allumer. La ville est une bête qui n'a pas de temps pour les larmes. Pour Yaya, le choc fut brutal. Lui qui ne connaissait que le silence respectueux du village, se retrouvait noyé dans une marée humaine où chaque homme semblait être une île. Personne ne voyait sa poussière, personne ne voyait sa calebasse. En ville, tu n'es pas le fils d'Amadou le riche, tu n'es qu'une ombre de plus cherchant sa pitance. Il erra dans le quartier des forgerons, là où le fer chante sous les marteaux. C'est là, au milieu du tumulte, qu'il vit l'invisible. Un vieil homme, assis à même le sol devant une petite boutique qui semblait dater d'un autre siècle, cherchait désespérément sa canne. Les passants l'enjambaient sans un regard, comme s'il faisait partie du décor. Yaya s'arrêta. Il ne réfléchit pas. Il ramassa la canne, l'essuya sur son propre vêtement poussiéreux et la plaça délicatement dans la main tremblante du vieillard. Baba Malik, c'était son nom, ne pouvait pas voir le visage de Yaya. Mais il sentit quelque chose que les yeux ignorent souvent, le poids de la noblesse dans le geste. « Tu as les mains d'un fils qui a beaucoup marché, mais le cœur d'un prince qui n'a jamais cédé », murmura le vieillard d'une voix qui sentait la sciure et le temps. « Ceux qui ont des yeux ne voient rien. Toi, tu as vu un vieil homme. Viens t'asseoir. La canne que tu as ramassée n'est qu'un morceau de bois, mais le secret que je vais te confier est la clé de la porte que ton père a fermée. » Dans l'obscurité de l'atelier de Baba Malik, Yaya comprit que sa véritable éducation commençait. Ce n'était pas l'or de son père qui allait le sauver, mais la sueur et la sagesse d'un homme
qui voyait le monde à travers ses mains. Le destin venait de lui offrir son premier allié, et ce n'était pas un puissant, mais un artisan oublié qui allait lui apprendre à transformer sa poussière en lumière. Dans le village, le temps semblait s'être arrêté le jour où Yaya avait franchi la porte de fer. Mais ce n'était pas le calme de la paix, c'était le silence de la terre qui retient son souffle avant l'orage. Amadou, autrefois respecté pour sa fortune immense, commençait à sentir que l'or ne peut pas faire pleuvoir quand le ciel a décidé de se fermer. La prophétie du baobab avait commencé. Cet arbre millénaire, témoin de toutes les naissances et de tous les deuils, semblait gémir sous le poids du secret d'Amadou. On racontait que la sève du géant était devenue rouge comme le sang, un signe que les anciens ne pouvaient plus ignorer. Les champs d'Amadou, qui nourrissaient autrefois la moitié de la région, n'étaient plus que des cimetières de paille sèche. Celui qui chasse son héritier chasse sa propre pluie, murmuraient les sages à l'ombre des palabres. Ils voyaient Amadou s'étioler, son autorité se briser comme une branche morte. Le patriarche tentait de racheter la faveur du ciel en offrant des banquets, mais la viande n'avait plus de goût, et l'eau des puits devenait amère. Il avait chassé l'amour pour protéger son orgueil, et maintenant, son orgueil était la seule chose qui lui restait pour remplir son ventre vide. Chaque nuit, Amadou entendait le vent hurler le nom de son fils à travers les fissures de ses murs de marbre. Il ne l'avouait à personne, mais il savait. Le déclin de sa maison n'était pas une coïncidence, c'était le verdict d'une terre qui refuse de fleurir pour celui qui a trahi son sang. La fortune s'évaporait, ne laissant derrière elle que la poussière de l'amertume. Pendant que le village observait la chute du géant, personne ne se doutait que loin de là, dans la ville bruyante, le fils banni était en train de forger une nouvelle destinée. La prophétie était en marche, le baobab pleurait, mais quelque part dans l'ombre, une nouvelle graine était en train de germer, prête à reprendre ses droits sur la terre des ancêtres. Pendant que le village de son père se desséchait sous le soleil de l'orgueil, Yaya, lui, apprenait à dompter le feu. Dans l'ombre de l'atelier de Baba Malik, il ne forgeait pas seulement du métal, il forgeait son propre destin. Chaque coup de marteau était une réponse au mépris, chaque étincelle était une promesse de retour. Baba Malik ne lui apprit pas seulement à lire les veines de l'or ou les caprices du fer, il lui apprit la patience des rois. « L'argent qui vient vite repart avec le vent », lui répétait le vieillard aveugle. « Mais le savoir que tu acquiers par la sueur est un palais que personne ne peut exproprier. » Yaya devint l'ascension invisible. En quelques années, il passa de l'apprenti anonyme au maître respecté. Il ne cherchait pas la lumière des projecteurs, il achetait le silence et les terres, morceau par morceau. Il ne construisait pas des murs pour se cacher, mais pour protéger un empire qui grandissait dans l'ombre des gratte-ciel de la capitale. Ses collaborateurs l'appelaient « le lion du silence ». Il avait transformé sa calebasse de mendiant en un empire industriel. Mais au milieu de sa nouvelle richesse, il n'avait rien oublié. Ni l'odeur de la poussière de la route, ni le poids du rejet de son père. Sa fortune n'était pas une fin, c'était un bouclier. Amadou, au village, entendait parler d'un investisseur mystérieux qui rachetait toutes les dettes de la région. Il ignorait que chaque franc versé par ce géant de l'ombre était un pas de plus vers la confrontation finale. Yaya était prêt. Il n'était plus le fils banni, il était devenu la force que son père n'aurait jamais pu imaginer. Le destin a un sens de l'ironie que seul le temps peut révéler. 20 ans après avoir chassé son fils comme un chien galeux, Amadou franchissait une autre porte de fer. Mais celle-ci n'était pas la sienne. C'était celle du maître de la ville, l'homme qui détenait désormais les titres de propriété de cette terre, de sa maison et même du puits où il buvait son eau amère. Amadou marchait la tête basse. La poussière de la route semblait avoir imprégné sa peau, ses os, son âme. Il venait pour une seule chose, un délai.
une petite extension pour ne pas être jeté de la concession de ses ancêtres. Il ne savait pas que la justice de la terre l'avait conduit exactement là où il devait être pour payer sa dette. Le bureau était immense, baigné d'une lumière froide qui ne pardonnait aucune ride. Derrière le grand bureau d'ébène, le fauteuil se tourna lentement. Amadou ne leva pas les yeux tout de suite. Il commença sa supplication, la voix tremblante, celle d'un homme qui a perdu tout son or et ne possède plus que sa honte. « Grand maître, balbutia-t-il, je ne suis qu'un vieil homme dont la chance a tourné. Ne me jetez pas dehors. Laissez-moi mourir là où mes pères sont enterrés. » Le silence qui suivit fut plus froid que la glace. Puis, une voix qu'il avait tenté d'étouffer dans ses cauchemars pendant 2 décennies, s'éleva, calme et impitoyable comme le roc. « Lève les yeux, Amadou. Regarde l'homme à qui tu parles. Est-ce l'or que tu vois ou est-ce le sang ?» Amadou releva la tête. Le choc fut tel qu'il manqua de s'effondrer sur le tapis de soie. Devant lui, dans ce costume de prince moderne, se tenait le garçon de la route, Yaya. Le fils banni n'était plus une ombre, il était devenu la montagne qui allait écraser l'orgueil d'un père. Le masque de la fortune était tombé, laissant place à la vérité nue. Le silence qui s'installa dans le bureau était plus lourd que toutes les richesses d'Amadou. À genoux, le patriarche, autrefois si fier, n'était plus qu'un homme brisé par le miroir de son propre sang. Il n'osait pas lever les yeux car il savait que son fils ne voyait pas un père, mais l'ombre d'une trahison. Yaya s'approcha lentement. Il ne cria pas. Il ne chercha pas à humilier celui qui l'avait banni. Il ouvrit simplement un tiroir de son bureau précieux et en sortit une vieille calebasse de bois. Elle était craquelée, tachée par la poussière de 1000 routes, mais elle brillait d'une dignité que le marbre du palais ne pourrait jamais égaler. « Regarde-la, Amadou, » dit Yaya, sa voix résonnant comme le verdict de la terre. « C'est tout ce que tu m'as laissé. Tu pensais que je mourrais de faim, mais c'est cette calebasse qui a recueilli les secrets de la forge, l'eau de la sagesse et le respect de ceux qui m'ont vu marcher. » Amadou tremblait. Il attendait que son fils le jette à la rue, qu'il savoure sa vengeance. Mais Yaya fit un geste que personne n'avait prévu. Il signa le document de propriété et le tendit à son père. « Je te rends ta maison, tes terres et ton or. Je ne suis pas venu pour posséder ton domaine, je suis venu prouver que l'on ne peut pas rayer un nom de la terre. Tu retrouveras ta concession, Amadou, mais tu y vivras seul, avec ton orgueil. » Le verdict de la calebasse était tombé. Yaya avait regagné son héritage sans avoir besoin de l'or de son père. Il avait rendu les terres, mais il gardait le pouvoir. Amadou comprit alors la leçon la plus amère de sa vie. On peut posséder le sol, mais si on n'a plus le cœur de son héritier, on ne possède que de la poussière. Le soir est tombé sur le village, et avec lui, une pluie que l'on n'attendait plus. Dans la concession d'Amadou, l'eau lave la poussière des murs et le poids des regrets. Le patriarche est revenu chez lui, mais ce n'est plus l'homme qui faisait trembler la terre par son orgueil. C'est un homme qui a compris que la plus grande des fortunes est une maison où l'on est attendu. Yaya n'est pas revenu vivre au village. Il est resté dans son empire de verre, mais il a fait porter la calebasse de son exil jusqu'à la demeure de ses pères. Elle trône désormais sur l'autel, rappelant à tous que l'on peut briser un homme, mais que l'on ne peut pas briser son destin s'il est porté par la vérité. La lignée est restaurée, non par le retour physique du fils, mais par le retour de l'honneur dans le nom des Amadou. Le vieux Amadou finit ses jours en regardant la pluie. Il possède ses terres, il possède ses bœufs, mais il sait que son seul héritage vivant est cet homme qui l'a chassé et qui, par sa grandeur d'âme, lui a permis de mourir dans la dignité. La fortune est redevenue fertile, car le sang a cessé de crier. Car en Afrique, le secret de la fortune n'est pas dans le coffre, il est dans la calebasse du respect. Celui qui rejette son fils rejette sa propre faim. Celui qui honore son sang, même dans la poussière, bâtit un palais que le temps ne peut pas détruire. Yaya regarde la ville s'éclairer. Il a pardonné, mais il n'a pas oublié,
car le silence de l'exil lui a appris une chose que son père n'apprendra jamais. On peut devenir roi sans couronne, mais on ne peut pas rester père sans amour. La prophétie du baobab s'est accomplie. La terre a repris ses droits.